Vous êtes dans la newsroom. Bonjour, je suis Owen Gourdin et vous écoutez Les Rencontres du Sport, le podcast de la rédaction des sports de Ouest France. Dans cet épisode, nous accueillons Alexandre Bouchex, plus connu sous le nom de Casquette Verte. Casquette Verte, deux mots qui claquent comme un nom de scène. La sienne s'étend des marches de Montmartre au cirque de la Réunion. On m'appelle Casquette Verte, c'est même le titre du livre qu'il vient de sortir à 33 ans pour raconter son histoire, celle d'un chef de projet informatique parisien devenu un ultra-trailer reconnu. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Merci d'être notre invité. Pour nous accompagner, Anthony Chenet, Community Manager à Ouest France. C'est aussi l'une des 74 000 personnes à vous suivre sur Strava, le réseau social des sports. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. On ira donc tous checker ton Strava, bien évidemment, pour vérifier à quel point tu es assidu sur la course à pied ou d'autres sports. Donc je suis que depuis ce midi, j'avoue, mais l'important c'est de participer. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, Alexandre. Comment vous est venue la course à pied ? Comment m'est venue la course à pied ? Elle m'est un peu tombée dessus. Elle m'est tombée dessus à un moment de ma vie où je manquais de passion, c'est-à-dire que j'avais terminé mon époque étudiante où je m'étais passionné pour la vie associative et je rentrais dans le monde professionnel et donc j'étais sur une activité qui était intense la journée, mais le soir, j'avais plus de devoirs à rendre. Le week-end, j'avais plus de partiels à réviser. Donc, je m'ennuyais un peu et je voulais me remettre au sport parce que sortant de plusieurs années d'études, j'avais quand même un physique qui était dramatique et un cardio exécrable. Et il s'est trouvé que une passion est venue me faucher et cette passion, elle portait le nom de Ronald. Et c'était mon collègue à l'époque, mon collègue qui est devenu mon boss d'ailleurs depuis, et qui vraiment le lundi matin, quand il résumait son week-end, disons qu'il se l'a pété un peu parce qu'il racontait qu'il avait couru 20 ou 30 km ce week-end parce qu'il préparait un 80 km dans un mois. Il parlait de l'Éco-Trail de Paris. Et pour moi c'était lunaire d'entendre parler de ça parce que j'étais à des années de pouvoir penser, imaginer que c'était possible de courir des distances comme ça inimaginables. Pour moi la course à pied s'arrêtait au marathon parce que je voyais depuis que j'étais petit une fois par an sur FR3 je voyais que ça m'empêchait de regarder Batman et Robin donc j'avais conscience que le marathon existait mais j'avais pas conscience que d'autres choses arrivaient en plus. Et il m'a amené courir, donc j'ai tout de suite détesté ça comme la plupart des gens et il a peut-être vu en moi ce que moi j'avais pas vu, c'était qu'il y avait la possibilité que cette passion se crée et se développe en moi et donc il a insisté dès que j'ai refusé de revenir avec lui. Et il a bien fait parce que très rapidement je me suis fait attraper par le truc et j'ai voulu faire mon premier 10 km, mon premier semi, puis derrière ça bascule. Alors pour donner des repères temporels, on est à quelle année à ce moment-là Là, on est en 2014-2015. J'entre, moi, dans la vie professionnelle en 2014 à l'âge de 22-23 ans. Et ouais, donc ça se passe en 2015. Donc là, ça y est, je fête mes 10 ans depuis ma toute première foulée sportive. Et maintenant, j'ai fêté mes 10 ans et mes 70 000 km que je viens de passer là. Donc, objectif 100 000. Il y en a encore 30 000 à faire et après on verra. Rien que ça. Et donc, va naître un peu plus tard un personnage, Casquette Verte. Et celui-là aussi, il faut que vous nous racontiez comment est-ce qu'il arrive, parce qu'il n'arrive pas dès le départ. Presque en fait, il arrive presque dès le départ. C'est pas le personnage qui arrive, c'est d'abord l'objet. Et en fait, moi, je rattachais la course à pied à un personnage, lui, qui est le personnage mythique de la course à pied. Quand on dit course à pied et film, on pense tout de suite à Forrest Gump. Et moi, c'est un film qui m'avait marqué, comme il a marqué plein de générations d'humains, on va le dire comme ça. Et donc, moi, j'avais en tête que pour courir, a priori, il y avait besoin d'une paire de baskets, certes, mais aussi d'une casquette. Et il se trouve que de souvenirs de mes années étudiantes, j'avais gardé quelques cartons de casquettes qu'on distribuait à des étudiants pour leur week-end d'intégration. Et j'avais gardé des reliquats de tout ça dans la cave de mes parents. Et quand je suis descendu pour aller chercher la casquette qu'il me fallait pour courir, il se trouve que j'ai ouvert littéralement le premier carton devant moi et que c'était un carton de casquette verte et j'aurais pu être casquette jaune ou casquette violette ou casquette noire si j'étais tombé sur un autre carton, mais c'est donc ça. Et donc j'ai commencé à courir avec cette casquette presque comme un simple couvre-chef qui me permettrait peut-être de courir plus vite, mais en tout cas de faire comme Forrest.
Et ce qui s'est surtout passé, c'était qu'à l'époque, on était au début de l'égocentricité, pas facile celui-là, sur les réseaux sociaux. Et donc, on se partageait à l'époque le fait qu'on ait couru 8 ou 10 km en 1 heure et qu'on était très fiers de tout ça. Et on faisait une photo en selfie de nous transpirant pour bien montrer ça à nos quelques amis qu'on avait sur les réseaux. Et au bout de quelques partages comme ça, moi j'ai une très bonne copine qui a dit quelque chose qui a au final changé toute ma vie derrière, mais je m'en rendais pas compte. Elle a dit j'en peux plus de te voir, j'en peux plus de voir ta gueule. Et moi je me rendais bien compte qu'elle avait fondamentalement raison, mais j'avais quand même envie de continuer à partager le fait que j'ai couru 11 km cette fois-ci, et que je voulais absolument le dire à toute la terre. Et donc j'ai commencé à la sortie suivante à prendre en photo ma casquette par terre, et c'est devenu un gris-gris en me disant que on pouvait pas en vouloir à une casquette quoi. Et c'est resté, et petit à petit en courant de plus en plus, et en ayant ouvert après par la suite un blog pour pouvoir raconter par l'écrit le récit de mes courses, quand il a été temps de choisir un nom à ce blog, ce qui me représentait le plus et ce que j'avais devant les yeux au moment où j'ai cliqué sur entrée pour valider le titre de ce blog là, c'était cette casquette verte. Donc ça s'est réellement créé comme ça. Et aujourd'hui, vous le racontez dans un bouquin. Elle vient d'où là aussi cette idée d'en faire un livre à un moment donné? Comme je dis, en fait, Casquette Verte, à la base, il a commencé à se faire connaître par ses récits de course. C'est-à-dire que ces récits, moi, je les ai écrits originellement pour... déjà, c'était des écrits pour pouvoir expliquer à mon grand-père qui lui, ne comprenait pas ce que je faisais, faire des Saint-Élion, faire les Templiers. Il comprenait pas tout ça. Il disait que en fait, ça allait me tuer mes genoux. C'est tout ce qu'il se disait. Pour lui, la course à pied, c'était Alain Mimoun, quoi. C'était pas autre chose. Et donc j'avais décidé de mettre ces récits en ligne, et en fait ces récits n'ont pas plu qu'à mon grand-père, ils ont plu à beaucoup de gens qui se sont identifiés peut-être à ma manière d'écrire, mais ils sont identifiés à ce jeune parisien de 23-24 ans qui a rien à faire dans le monde de la course à pied, qui continue à boire des bières, qui décide de pas suivre les dogmes et les principes établis pour réussir en course à pied, qui y va et qui se prend des claques parce que c'est dur de faire ça. Et donc ça commence à être apprécié de cette manière-là. Casquette Verte commence à être apprécié par l'écrit. Et quelques années plus tard, il se trouve que j'en suis à faire des récits de chaque course, et j'ai un souvenir d'une diagonale que je termine en diagonale des fous sur l'île de la Réunion, que je termine en 33 heures, et j'ai le souvenir que j'avais mis plus de 50 heures à écrire le récit. Donc j'avais mis plus de temps à écrire le récit qu'à faire la course. Donc ça devenait un non-sens. En fait, je passais trop de temps à écrire. Et donc j'ai dû ralentir ce rythme d'écriture. Et là, ça fait quelques années où j'aime tellement courir que j'ai même arrêté ce blog. J'ai arrêté de faire mes récits de course. Donc ne cherchez pas, si vous êtes chez vous, ça ne sert à rien. Le blog n'existe plus. Il existe encore. Il existe encore. Tout est encore trouvable. Et d'ailleurs, ça fait du bien de temps en temps de retourner là-dedans, parce que je vois la jeunesse et toutes les erreurs que j'étais en train de découvrir par moi-même. Et c'était vraiment intéressant en fait. Et en fait, il s'est trouvé que j'avais encore envie d'écrire depuis 4-5 ans, et que en fait, il fallait avoir un déclencheur qui était le fait qu'un éditeur arrive, le fait qu'un co-auteur arrive pour pouvoir me cadrer, Franck Berthaud, et me fasse passer ma barrière mentale de me dire non, mais un livre, c'est pas pour moi, si, faisons-le, et faisons-le bien. Et donc là, c'est déclenché en un an et demi le travail d'écriture de ce bouquin, parce que on voulait prendre l'objet livre, ça c'était important, mais aussi le canal de communication que permet qu'est un livre, et différent de tous les canaux de communication que je suis habitué à utiliser, qui sont les réseaux sociaux, le Twitch pour le stream, les podcasts, qui sont déjà une lenteur que j'apprécie dans le bon sens du terme. Mais même avec la lenteur des podcasts, j'arrivais pas à faire passer le message que je voulais faire passer profondément, et je trouve qu'il y avait que le rythme d'un livre qui permettait de le faire passer. Donc ça allait en corrélation avec une volonté profonde qui était de faire passer un message d'une manière différente, quoi. Vous avez évoqué la Diagonale des Fous, fin 2017. Vous participez pour la première fois à cette épreuve mythique sur l'île de la Réunion. Et dans le chapitre sortie de boîte qui ouvre votre livre, vous racontez les dessous, un peu les circonstances de votre inscription à cette course. Mais moi, en fait, la course à pied, elle est venue percuter ma vie, hein, et là, elle est venue percuter ma vie. Ma vie à l'époque, c'était encore j'avais pas encore tourné la page de ma vie étudiante. Je me rattachais à ça, même si j'étais plus dedans. Donc je continuais à aller en boîte de nuit, je continuais à rentrer tard le soir, et
Et derrière, quand je rentrais, comme tous les gens qui sortent de boîte de nuit et qui n'ont pas encore envie de se coucher, ils ont juste faim, donc je mangeais en regardant des vidéos YouTube ou Dailymotion à l'époque. Et je regardais des vidéos principalement sur la Direct, parce qu'il y avait un documentaire qui était devenu mythique pour moi et c'était un peu c'est mon doudou à moi pour m'endormir à cette époque-là. Et il se trouve que il doit être, je sais pas, entre 6 et 8 heures du matin, je me rappelle plus trop, un peu dans les vapes de la sortie de boîte de nuit et de mon périple pour rentrer. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, ivre comme je devais l'être, je me suis dit pourquoi pas moi, quoi, pourquoi pas aller sur le site internet, cliquer sur le bouton inscription, rentrer les données, cliquer sur valider et puis let's go. Et puis j'ai dormi quelques heures et le lendemain matin je me rappelais même plus, enfin plutôt le lendemain après-midi ou quelques heures plus tard je me rappelais plus m'être inscrit, et c'est uniquement en regardant mes mails le lundi matin en allant au taf que je m'étais rendu compte que je m'étais inscrit au tirage au sort de la diagonale. Donc c'était un premier, je dirais, c'est pas un rendez-vous manqué, c'est un rendez-vous réussi. C'était un premier rendez-vous réussi avec ce truc qui allait me tomber dessus, et il se trouve que coup de chance ou coup de malchance, j'ai été tiré au sort dès la première fois, et donc là il a fallu passer de ce petit jeune qui sort de boîte de nuit et s'inscrit à un des ultras qui est dit comme un des plus difficiles au monde, si on peut revenir dessus, mais je suis passé de ça à j'ai réellement un dossard, il va falloir assumer la bêtise maintenant. Donc avant il fallait assumer des tickets de carte bleue qu'on ne comprenait pas en sortie de boîte de nuit. Maintenant il fallait assumer un tirage au sort à la Diagonale des Fous. C'est comme ça que vous vous retrouvez à faire 82e. C'est une très belle place, mais c'est une place que vous qualifiez d'anecdotique dans votre bouquin. Ce qui est un peu moins anecdotique, c'est qu'on a l'impression que cette première participation, c'est la rencontre aussi entre vous et les souffrances presque jouissives de l'ultra trail, et aussi il y a autre chose que vous rencontrez sur cette première participation, c'est que le long des chemins, tout au long du parcours, on vous encourage par un petit nom. Ouais, non, mais en fait, il y a plusieurs choses. Le premier truc, c'est qu'il faut avoir en tête que quand on se lance dans un ultra, et qu'on vient pas de cet univers-là, et qu'on a juste un peu couru à Paris en métropole, j'avais fait aussi une Saint-Élion, un éco-trail, des trucs de 80 km, et que tu bascules, le truc d'après c'est la Diagonale des Fous. C'est comme si tu avais fait des autotamponneuses au Luna Park et que tu vas basculer à Manicourt avec un monospace. Avec un monospace, oui. Avec une Formule 1. Et l'écart, il est vraiment là. Donc c'était un autre monde. Et donc oui, littéralement, je me suis pris une énorme claque, mais qui m'a fait énormément de bien, parce que je me suis rendu compte de qu'est-ce que c'était que réellement souffrir physiquement et aller chercher les limites et les dépasser, les limites physiques, et voir comment moi je réagissais aussi bien à la résistance à la souffrance que la capacité mentale à dépasser tout ça. Et se prendre ça à 23-24 ans alors qu'on est un petit jeune cadre dynamique parisien, un peu CSP+, je m'y attendais pas, quoi. Et j'étais un peu douillé, et ça m'a fait énormément de bien dans ma vie de me rappeler que la vie n'était pas forcément facile. Et c'est un peu bizarre de dire ça alors qu'on participe à une course, qu'on est là pour prendre du plaisir, mais moi ça m'a fait énormément du bien parce que ça me faisait du mal. Et ce mal qui me faisait du bien, effectivement il était accompagné de quelque chose, c'est l'île de la Réunion. Et à l'île de la Réunion, on va pas dire que c'est leur Tour de France à eux, mais en fait c'est un événement sportif colossal pour l'île, et les Réunionnais adorent participer à la course et adorent encourager ce qu'on appelle là-bas les raiders, donc les participants de cette course. C'est-à-dire que en fait ils vont vous accompagner par leurs encouragements du premier kilomètre jusqu'au dernier mètre au stade de la Redoute. Et d'une certaine manière, cette ambiance vous porte autant que vos muscles. Et c'est réellement ce que j'ai découvert là-bas, c'est l'amour du supportariat. Et il se trouvait qu'en plus, Casquette Verte commençait à légèrement se faire connaître. Et donc, entendre ces premiers allées casquettes au milieu de Mafate, alors que il fait 35 degrés, que tu es au bout de ta vie, et que tu te rends compte qu'il te reste encore potentiellement 15 heures à courir. C'était grisant pour l'ego du petit Alexandre, qui se rendait compte qu'il y avait un personnage de casquette qui était en train de se créer à ce moment-là, quoi. Justement, l'objet casquette, petite parenthèse, est-ce que vous jonglez entre plusieurs casquettes? Est-ce qu'il y en a une seule qui est lavée régulièrement? Ça fonctionne comment? C'est toute une logistique. Non, pas du tout. C'est pas très particulier. J'en suis à la 8e en fait. C'est vrai que j'en ai déjà sorti 8 du stock. Il y en avait encore un peu d'avance, donc j'en ai même encore d'avance. Pour
pour la petite histoire, elles sont toutes accrochées au-dessus dans ma salle de bain sur la tringle à rideau qui n'a plus de rideau mais qui est maintenant une tringle à casquette. Et elles sont en plus quasiment, en fait, on le voit classées de la plus vieille à la plus jeune. Et on le voit parce que les autres, elles sont usées par les kilomètres, la sueur, le sel, les chutes, la terre rouge de la Réunion qui est venue marquer certaines des casquettes. Et cette terre ne s'efface pas. Mais je me douche avec, en fait, là ce soir, on va courir tout à l'heure ensemble. Quand je vais rentrer et que je vais me doucher chez moi à Paris, en région parisienne, je vais me doucher avec la casquette et donc je les entretiens comme ça. Et là, aujourd'hui, celle que l'on voit aujourd'hui, c'est presque celle de représentation. C'est la plus propre que je peux avoir en ce moment. Donc elle me sert pour toute la promo médiatique en ce moment et quand je vais courir j'essaie d'y faire un peu plus attention, mais dans la réalité c'est réellement des casquettes toutes bêtes, pas faites pour courir, qu'on peut acheter sur des sites d'Asie du Sud-Est par lot de 500 je pense. Donc non, en fait c'est ça qui est drôle aussi, c'est que c'était pas quelque chose qui était intentionnel, c'était pas un coup marketing. Si j'avais dû le préparer, sincèrement, j'aurais pas pris une casquette de cette piètre qualité. J'aurais pris des casquettes bien plus stylées et résistantes, mais au final, c'est justement ça qui est bien, c'est que ça soit quelque chose de très simple et pas de calculé. Et ça se ressent aussi dans la casquette en elle-même. Casquette verte, c'est aussi un personnage. Vous dites dans le livre, ma priorité est de préserver l'ADN de mon personnage. C'est quoi, comment vous qualifieriez aujourd'hui l'ADN de Casquette verte ? Mais effectivement, en fait, Casquette verte, ça a été rapidement ce que je me suis rendu compte, en tant que, là c'est Alexandre qui parle, je me suis rendu compte qu'avec ce truc-là, je crée une extension de moi-même, une espèce de super Alexandre avec lequel je pouvais faire tout ce que Alexandre n'osait pas faire parce que je suis, moi, en fait, même si là j'ai l'air d'être exubérant, etc., je cache une grande timidité par cette exubérance, j'en rajoute des kilos de manière à ce qu'on voit pas la vulnérabilité d'Alexandre derrière. Et donc, l'ADN de Casquette s'est construit dans les années et en fait l'ADN de Casquette c'est un espèce d'ADN plus d'Alexandre et moi j'aime pas qu'on me donne des conseils, j'aime pas trop suivre la route qui est déjà toute tracée, la route souvent la plus simple. J'aime un peu j'ai jamais commencé un jeu vidéo en le mettant en mode facile, j'ai toujours mis le mode un peu expert au départ pour ok d'accord, ça c'est dur. Putain, je passe pas le tutoriel quand même là. Là, c'est compliqué. Et donc voilà, c'est un refait plus de l'ADN d'Alexandre. Et si on devait le décrire, cette espèce de casquette verte là où il en est, c'est que j'ai un aspect qui est très beau geste, volonté, qui est du panache là-dedans. Un aspect un peu révolté et punk, très punk dans sa manière d'être. Et donc c'est le mélange de ces deux trucs-là, tout en restant à peu près respectueux des gens et de leurs pratiques, mais voilà, en n'hésitant pas quand il y a un sujet que je trouve tabou, dont personne ne parle, j'aime bien prendre ce genre de sujet et les mettre maintenant sur la table par les capacités médiatiques de Casquette. Pour qu'on en parle. Typiquement l'année dernière j'ai mis sur la table, j'avais très envie de mettre le sujet des chambres hypoxites et des gens qui pour préparer l'UTMB se mettaient 3 mois dans un simulateur d'altitude de 8000 m². En ce moment là je pense que mon nouveau combat ça va être les gens qui organisent des stages de trail et qui proposent à des dizaines de personnes de venir courir avec cet athlète élite qui pendant 2 jours pourra vous apprendre toutes les astuces de l'ultra à concurrence de 600 €. Et donc voilà, c'est typiquement en fait ce qui est très cool avec Casquette, c'est qu'il a gardé ce ton cyrano-bergeracien d'oser mettre sur la table des choses que on n'avait pas envie et de temps en temps ça fait du bien de remuer ce genre de cocotier. Donc ça me fait plaisir de pouvoir utiliser Casquette pour faire ça, tout en n'allant jamais chercher des choses qui vont contre les mœurs et les valeurs qui m'ont été fournies par mes parents. Donc il ne faudrait pas non plus que ça fasse du mal aux gens. Mais j'aime bien, on aime bien aller taquiner les endroits où on sent que c'est taquinable, quoi. Puisqu'il est question de taquiner, je vais aborder un sujet que vous n'éludez pas en plus dans votre livre, c'est votre ego. Vous écrivez même avec beaucoup de franchise que courir permet de me la raconter. Est-ce que c'est un moteur que vous assumez aussi ? Je pense qu'il faut l'assumer, hein, parce que faut humble, c'est encore pire.
C'est-à-dire, je préfère qu'on me dise que je suis égocentrique fois 1000 que faux humble. C'est inentendable pour moi. En fait, oui, j'estime que là, Alexandre, j'ai toujours eu beaucoup d'ego et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est-à-dire, je parle pour moi, mais je suis convaincu pour tout le monde que, grosso modo, Alexandre est capable de tout faire. Vous me demandez demain de devenir présentateur de podcast pour Ouest France, de devenir astronaute, de devenir pianiste, de devenir René. Tout ça, c'est possible. C'est-à-dire, ça peut paraître impossible d'atteindre ce genre de choses parce qu'on n'a pas le talent, on n'a pas le côté inné, mais j'y crois pas ça. En fait, je crois pas dans le talent, je crois pas à l'inné. Moi, je crois dans le travail, dans la sueur. Je crois qu'on a peu à apprendre en faisant des erreurs, mais qu'on peut atteindre un objectif sans forcément être prédestiné à ça. Et en croyant cela et en expliquant que Alexandre il s'est défini comme par le biais de Casquette Verte comme ultra trailer en devenir. Et au moment où je me rappelle où j'avais marqué ce ultra trailer en devenir comme slogan presque au-dessous de Casquette Verte, c'était inimaginable à l'époque et justement en fait tous ces trucs là qui sont inimaginables, sur lesquels on se dit c'est totalement impossible, il faut absolument les tenter parce que pour moi ils ne sont pas du tout intouchables, irréalisables. Et donc forcément, quand on a ce point de départ de se dire que pour l'humain, n'importe quel humain, tout est possible, on paraît très égocentrique par rapport à beaucoup de gens qui eux pensent que plutôt mais non, si lui il y arrive bien, c'est parce qu'il a du talent. Et voilà, c'est quand ces deux visions se confrontent, malheureusement on passe pour égocentrique. Donc j'assume totalement cet égocentrisme et ça me va très bien et j'ai pas l'impression que ça soit nuisible ni à moi ni aux autres. Ce qui signifie aussi que vous ne dissociez pas Casquette Verte et Alexandre, et dans quelle mesure justement Casquette Verte a permis à Alexandre de s'émanciper, de s'épanouir et de se révéler aussi. Faut le voir comme un bras armé. Faut le voir comme un bras armé. Quand je parle d'extension, c'est presque ça. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose que je contrôle à 2000%. À aucun moment je me suis laissé dépasser parce que Casquette Verte fait. C'est très drôle de parler de lui à la troisième personne. De Casquette Verte fait ce qui déclenche, ce qui peut provoquer. On parle de lui à la troisième personne, mais dans la réalité, c'est moi qu'on appelle Casquette Verte. Et je suis... j'aime aussi jouer avec cette ambiguïté, tel Mr. Jekyll, Mr. Hyde, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tel Frankenstein et son créateur. J'aime jouer sur cette ambiguïté, quoi. D'ailleurs, le créateur, on n'a pas le nom de la créature de Frankenstein. On connaît Frankenstein, mais on connaît pas le nom de cette créature, je crois. Et là, c'est juste que j'ai donné un nom, je l'ai appelé Casquette Verte. Mais D'ailleurs, vous parlez de créature. Votre collègue vous expliquait, en parlant de vous, qu'il a créé un monstre. Ouais. Donc le clin d'œil a encore plus de sens. Et justement, pour Alexandre Casquette Verte, comment on organise la vie pro, la vie perso? Est-ce que vous arrivez à vivre aussi de Casquette Verte et de vos expériences en ultra-trail? Est-ce que vous souhaiteriez en vivre aussi, si c'était possible? Comme là, vous pouvez le voir, comment ça se traduit. Ça se traduit en des quantités de cernes assez colossales. Parce que, en fait, moi, la course à pied, j'ai toujours décidé que c'était quelque chose qui venait combler le temps libre. Et je n'ai pas décidé d'adapter ma vie à la course à pied. C'est la course à pied qui doit s'adapter à ma vie, à mes envies. Donc pour moi la course à pied reste toujours un truc qui est à côté, quoi. On me dit souvent non mais tu travailles à côté de la course. Enfin, moi je rappelle que non en fait 80% de mon temps il est réservé à être au taf, au boulot, derrière des fichiers Excel. Mais juste j'ai toujours trouvé que c'était moins intéressant de me partager moi derrière un fichier Excel que moi en train de courir la diagonale des fous. Et je pense que là-dessus j'ai pas tort. Enfin, on peut tester de faire un compte ou des comptes sur les réseaux qui s'appellerait classeur Excel vert. Je suis pas sûr du résultat tout de suite. Quoique maintenant il y a des championnats du monde d'Excel, mais je suis pas sûr du résultat. Donc partant de là, oui, ça c'était certain. Est-ce que je pourrais en vivre? Clairement, si je le souhaitais, je pourrais vivre de l'influence, parce que maintenant c'est un réel business de vendre l'audience des gens qui me suivent. J'avais estimé à peu près à 3 ou 4 fois mon salaire. Je pense qu'avec ce qui est en train de se passer encore plus, on pourrait peut-être passer à 4-5, ça y est, 4-5 fois mon salaire que je gagne en tant qu'Alexandre via mon métier.
Donc oui, je pourrais en vivre et très bien en vivre. Est-ce que j'ai envie de le faire? Non. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui est magique avec Casquette Verte, c'est qu'il a une liberté de ton parce qu'il n'est redevable de presque rien et de presque personne. Et cette liberté de ton qui émane du fait que moi, j'attends pas mon chèque des 12 sponsors à chaque fin de mois, je peux me permettre de dire tout ce que je veux. Et à aucun moment, je suis obligé de m'auto-censurer. D'ailleurs, là, je pourrais sortir une énorme dinguerie, ce que je ne ferai pas, par respect pour Ouest France. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est le prix de cette liberté, je le connais et je l'assume. Et au final, ça me va bien. Après, à voir à quel moment je vais céder. Hein. À partir de combien de millions d'euros je suis prêt à céder? Ça va être la vraie question en fait qu'il faudra se poser. Non, mais c'est une vraie question que je me pose. C'est à quel moment je lâche mes principes et je lâche mon panache je viens d'avoir un enfant qui a 8 mois. Y a un moment ou un autre, tu te dis, attends, il va falloir... Moi, je vois le budget que ça coûte, etc. On parle pas des couches, on parle même de ce qui va se passer avec les études, etc. plus tard. Comment je finance tout ça? Est-ce que je vendrais pas un peu mes fesses, pour bien le dire, sur les réseaux sociaux pour pouvoir lui financer tout ça? Et ça me coûterait quoi? Allez, tu manges une petite pâte de fruits en faisant un sourire, un clin d'œil à une caméra et ça va payer les études de ton fils. Il y a un moment où tu vois, tu te poses la question. Pour l'instant, je suis encore du côté à me dire le panache et cette liberté est plus importante. Est-ce que un jour ça va pas péter? J'espère que non. Mais faut avoir en tête que ça, je l'ai en tête aussi, et que d'une certaine manière, quand on tombe sur Casquette Verte, on tombe aussi sur ce système où en fait, c'est un petit peu dur de reprocher. Je trouve que c'est un peu dur de me reprocher des trucs, alors que littéralement, en fait, je fais ça pour le fun. Et de temps en temps, j'ai envie de rappeler ça aux gens, de leur dire attendez, vous ne me financez pas. À aucun moment, je vous vends des produits. Je suis juste là pour poster une photo d'une casquette avec un nombre de kilomètres en bas à gauche et un petit texte pour essayer de me faire rire et de vous faire rire. On en est là, les copains. Donc ça, c'est important. C'est important de bien l'avoir en tête. Autre chose, c'est une épreuve que vous avez créée, c'est l'UTMM, l'Ultra Trail de Montmartre. Ok, donc on part des trucs illégaux aussi alors. Voilà. Un peu par opposition, on pourrait dire, à l'UTMB. Enfin, il y a un clin d'œil en tout cas qui se fait. Je rappelle le principe pour ceux qui ne connaissent pas, c'est d'avaler 80 km en région parisienne, à Montmartre comme son nom l'indique. Et donc pour avoir le même dénivelé, qu'est-ce qu'on fait? On monte et on descend 143 000 marches. C'est quoi cette ovni, cette course? Ça vient d'où et pourquoi on crée ça? L'objectif de départ était de se dire, à Paris on n'a pas de montagne mais on a des idées. On a en tout cas beaucoup moins de montagnes qu'en Bretagne, et donc on est obligé d'avoir des idées en fait. Et l'idée qu'on a eue, c'est ok, on va faire plus de 10 000 mètres de dénivelé dans Paris. On a commencé à regarder la topographie. Quand je dis on, en fait c'était avec deux potes en buvant des bières. Souvent les idées elles viennent de là. Elles apparaissent au bout de la 3e à peu près, faut le savoir. Et donc on a regardé des cartes, on est allé voir Montagne Sainte-Geneviève, ok, le Mont Valérien, les buttes Chaumont. Alors, à chaque fois on voyait qu'il fallait faire 200 km de distance pour pouvoir faire 10 000 mètres de dénivelé. Et il y a cet escalier qui est l'escalier le plus passant d'Europe, qui est à gauche du funiculaire qui monte au Sacré-Cœur à Montmartre. Et on avait calculé qu'il fallait le faire 271 fois pour faire plus de 10 000 mètres de dénivelé. On se dit, attends, c'est fou. Dans Paris intramuros, on va tenter de faire l'Everest plus 3000 mètres. Pourquoi pas? On lance le truc, des gens s'inscrivent. Nous, on s'inscrit parce qu'on voulait tester. Et on se lance là-dedans. Je le lance 2 jours après Noël en me disant qu'il faut que ça soit quand même un petit peu difficile, que les gens ils aient bu du champagne et qu'ils aient du foie gras dans la panse, pour rendre le truc un peu plus cruel. Sur les 20 partants, 19 abandonnent, il y en a un, Guillaume Artus, qui arrive à aller au bout. Et on se rend compte qu'il est possible de faire plus de 10 000 mètres de dénivelé et qu'effectivement, ça représente 80 km dans un escalier atroce parce qu'il faut slalomer en plus entre les touristes. Il fait toujours une météo dramatique un 27 décembre à Paris. Et faire 271 fois les mêmes escaliers, en dehors du défi déjà mental absolu que c'est de faire la même chose pendant 25 heures et 12 minutes, il y a la souffrance physique que ça provoque qui est terrible. Donc il nous prouve que c'est possible, et de là, d'année en année, on a reconduit l'épreuve, et je me suis arrêté sur les époques Covid, et après je me suis arrêté parce qu'il y avait la charge du fait que ça soit organisé totalement off, donc juridiquement un peu tendu pour moi, parce que c'est une organisation de fait, alors que
alors que littéralement il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas tellement d'assurance, donc c'est un peu craignos s'il y a un vrai problème. Et on s'est quand même dit l'année dernière qu'il fallait le recréer au moins une fois pour voir est-ce que c'était encore possible. Et l'engouement a été tel que en fait, le Casquette Verte de 2019 qui ramenait 20 personnes, plus quelques supporters, en 2015, c'était en 2024, donc à la fin de l'année dernière, on avait littéralement au départ 800 personnes. En fait, c'était un espèce d'Alpe d'Huez. J'ai dû pousser les supporters telle la mer Rouge pour que les coureurs puissent passer. Et il y a eu 6 finishers, ce qu'il n'y a jamais eu. Littéralement, en fait, j'ai été sursollicité par les médias, etc. Alors que c'était toujours pas autorisé. Hein. Donc, oui, c'est un ovni. Mais c'est aussi un ovni pour dire que, ok, on n'a pas de montagne, mais on peut faire de l'ultra. Ok, là, les gens qui s'y inscrits, je décide pas de prendre forcément des champions. Il y a le commun des mortels qui est aussi dedans. Et parfois, du commun des mortels, se sont révélés des gens qui sont allés au bout. Et ils se sont révélés des trucs à eux-mêmes. Et c'était aussi ça le message. C'est de dire que n'importe qui peut le faire, n'importe où, dans un escalier. Et surtout, en fait, aussi le message derrière, c'est que cet escalier, il bouge pas, il est présent tout le reste de l'année. Et qu'il n'y a pas besoin d'un casquette verte pour tenter son propre UTMM, faire les... plus de 10 000 mètres de dénivelé dans Paris, c'est possible à n'importe quel moment. Et ça a commencé à se développer. J'en ai vu pop un petit peu partout en France. À Rouen, de me souvenir, il y a quelqu'un qui a créé un peu la même chose. Et donc, ça me fait énormément plaisir quand je reçois moi, des messages de personnes qui sont un peu partout et qui me disent nous aussi, on a fait un truc là, un peu débile comme le tien. Là. Quand ça s'introduit comme ça, j'adore. Et il m'explique, oui, on fait 4000 fois la montée du cul de la vache, qui est une montée qui fait 13 mètres de dénivelé au bout de mon village. Et on a fait ça avec des copains, on s'est bien marré ce week-end. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire de se dire qu'il y a des gens maintenant qui font des projets qui sont totalement fous et qui n'ont aucune logique. Et ils vont au bout de ces projets-là et ils découvrent que dans des trucs totalement fous et sans aucune logique, on trouve parfois pas mal de choses sur soi-même. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, vous en parliez au tout début de votre réponse, des trails en Bretagne. Je ne crois pas avoir souvenir que vous ayez fait une épreuve en Bretagne. Et si Ah si, les fiches sont pas bonnes. J'ai fait le RTC, l'Endurance Trail des Corsaires, en février 2020, juste avant que la France se ferme. Et j'ai adoré. J'ai littéralement adoré. C'était Saint-Malo et donc on fait le tour de la Rance. Et c'était presque 100 km, je crois qu'il faisait 98 km cette année-là. Et j'avais adoré parce qu'on s'est fait rincer la gueule par des sauts de flotte immondes les 4 premières heures. Et derrière, sur les 4 heures suivantes, on a eu un soleil qui est venu nous réchauffer parce qu'on a aussi couru les pieds dans la Rance. Et donc c'était quand même bien particulier, mais avec un finish sur les remparts de Saint-Malo, suivi par l'arrivée sur une musique remixée des Pirates des Caraïbes et un accueil à la bière et à pas à l'accordéon, à la cornemuse. J'avais trouvé ça exceptionnel et c'était un vrai plaisir. Donc oui, j'ai couru, c'est la seule fois où j'ai fait une course officielle en Bretagne, mais pas plus, pas d'autres. Je pense à 3, hein. J'en ai noté 3 dans le désordre. Il y a Belle-Île en trail, 80 km, peut-être aussi. 2000 mètres de dénivelé. Il y a l'ultramarin, les 175 km. L'ultramarin m'attire beaucoup. J'avoue que ça, il y a un moment, il va y passer. Il va y passer au grill. J'ai très envie de le faire. J'ai envie de me confronter à ça. Après, je trouve ce qui est très dur, et pour avoir couru avec pas mal de Bretons en course ailleurs, parce que les Bretons, vous êtes sincèrement quand même ultra représentés dans le monde du trail, et vous êtes représentés par des mecs qui sont quand même très très forts. Donc le niveau en Bretagne est exceptionnel, faut pas se mentir, pour des gens qui n'ont pas des dénivelés de montagnards. C'est-à-dire que moi je suis peut-être l'exception à Paris, etc. Mais en Bretagne, il n'y en a pas qu'une des exceptions. Il y a vraiment vous avez des super coureurs, et je pense que la Bretagne est une vraie terre de trail. Et vous en rendez compte, je le suppose, mais effectivement le snobisme montagnard parfois nous le fait oublier. Mais là, sur les années à venir, ultramarin, c'est certain qu'il va passer dans la cagette. Et le grand raid du Finistère peut-être aussi. Non, ce que j'ai surtout envie, c'est de faire des off ici. J'avoue que le GR34 il me dit bien. Ah oui. Et là très récemment, il y a la petite vanne qui est passée sur Facebook qui m'a donné l'idée de le faire, qui est une vanne musicale. Moi j'aime beaucoup, à partir du moment où il y a un truc qui me fait marrer, j'ai envie de le faire. Et c'est de voir Purple Rain, et en fait de faire la musique forcément Purple Rain. Je pense qu'on va faire un clip. Enfin, j'ai déjà toute l'idée en tête. Prince aurait adoré. Prince, non mais il va adorer. Lui il avait le violet comme couleur. Ouais, mais là on a des couleurs plus bigoudines. Il y aura un délire là-dessus, sachant qu'en plus je suis connu
pour détester les drapeaux bretons, parce que j'en ai marre de voir les drapeaux bretons partout sur Terre. Vous vous rendez pas compte ? Je suis parti au Japon. Je suis parti au Japon faire l'ultra trail du mont Fuji. Il y avait un mec avec un drapeau breton au ravito du kilomètre 100, la grosse base vie là. Et, vous êtes partout. Et donc en fait, vu que vous êtes trop fort là-dessus, j'ai créé un espèce de ras-le-bol de ce drapeau-là. Et je pense que voilà, les gens l'avaient bien compris que c'était un faux ras-le-bol, parce que je trouve que c'est exceptionnel d'avoir l'amour d'un drapeau, mais donc d'une culture qui est derrière, et de réussir à mettre ça en avant sans que ça soit divisionnaire pour la société, et que c'est juste en fait nous on est content d'être breton et voilà ce qu'on a apporté à la culture globale, voilà notre culture, et je trouve que vous êtes très très fort là-dessus, et ça m'a donné moi l'idée d'arriver dans plusieurs courses de montagne avec le drapeau de Paris, parce que nous on est quand même vachement moins représentés, pas celui du Paris Saint-Germain, je dis bien celui de Paris, mais je me suis totalement inspiré de l'esprit breton là-dessus, quoi. Parce que voilà, je suppose que on peut donner de la culture parisienne à la France, comme la Bretagne donne de la culture Bretagne à tout le reste de la France. On parlait des off. Sur les on, on remarque qu'il y a de plus en plus de courses, mais aussi de plus en plus de coureurs. Ouais. Ça devient la guerre d'avoir un dossard, clairement, il faut s'y prendre des mois à l'avance. Comment est-ce que vous expliquez déjà cet engouement, et est-ce que vous vous enthousiasmez pour ça, ou au contraire c'est le fameux c'était mieux avant, quand il y avait moins de monde à faire du trail? J'ai 33 ans, est-ce que je suis déjà un vieux con? Je résume la question. Moi je trouve que c'est fabuleux, parce que moi je vois ce que j'ai découvert par le biais de la course à pied. Il n'y a pas besoin de faire tout le monde de faire des ultras. Un 5 km ça peut être déjà exceptionnel, un 10 km encore plus, un semi encore plus, mais chacun a sa diagonale des fous, c'est ce que je veux dire. Je trouve ça fabuleux qu'il y ait autant de gens, que ça motive autant. Ce que je trouve un peu plus triste, c'est que effectivement des acteurs privés en profitent, et donc il y a clairement un business autour de ça, c'est-à-dire que on n'est littéralement pas sur des œuvres de charité chez certains des organisateurs. Donc il y en a qui en profitent, pareil chez les équipementiers, il y en a qui en profitent. C'est là où il y a une petite tristesse, c'est parce que d'un sport où on aurait simplement besoin d'une paire de chaussures adaptées à la course à pied, d'un shirt et d'un t-shirt, on passe à quelque chose qui est un business où les gens pratiquent des marges qui sont assez conséquentes, et donc on ferme les portes à pas mal de gens qui pourraient y accéder. Et je le vois, parce que quand tu participes à des courses où le dossard coûte 400 €, qui est déjà fou, y a peut-être, le prix est parfois expliqué, hein, mais 400 € pour un dossard, il faut pouvoir se le payer, quoi. Et littéralement tout le monde ne peut pas se le payer, et donc on ferme la porte à plein de gens, et on est en train de se créer un espèce de sport pas à deux vitesses, mais un sport avec une seule vitesse, où ceux qui n'ont pas les moyens peuvent pas se le payer et peuvent pas venir et participer avec tout le monde. Donc c'est très dommageable, je pense, et j'espère, mais pour en connaître certains, je sais que ça existe, j'espère qu'il y aura un contre-mouvement de personnes qui voudront continuer à créer et à faire des organisations où c'est accessible à tous, en termes du moins financiers, quoi. Donc moi, ça c'est ma vision du truc, c'est que je suis très heureux de voir, à Paris c'est fou la différence qu'il y a entre quand j'ai commencé à courir il y a 10 ans et maintenant. Si je vais sur la butte Montmartre, il y a 10 piges, on croisait 3 mecs avec des sacs d'hydratation, et encore on n'osait pas trop se montrer parce qu'on avait peur d'être pris pour des terroristes avec des sacs pleins de dynamite qui allaient se faire sauter quelque part. Aujourd'hui, en permanence, il y a, je pense, entre 100 et 200 trailers tout le temps sur la butte, qui sont en plus maintenant font presque partie du décor de Montmartre, qui est devenu une vraie montagne. Et cette évolution, elle est quand même assez sympathique, parce que ça crée pas de nuisance particulière, ni pour l'environnement, en tout cas à Montmartre, et ni pour les gens en soi. On reparlera plus tard, dans 50 ans, de l'arthrose de chacun. Mais ouais, je trouve que ça fait fondamentalement du bien aux gens, et que les gens ont trouvé par le biais de la course à pied un moyen de se déstresser, de vivre des expériences, et surtout de se sentir vivant. Et ça fait du bien. Est-ce que la rançon de cette gloire, c'est que ça a attiré, ce qui est logique, plusieurs business qui sont montés autour? Elle est peut-être là, quoi. Il faut qu'on arrive à évoluer ça, et en tant que coureur et consommateur, on doit faire un geste de choix, et ce choix, il faut le faire avec notre carte bleue. Donc choisir ceux qui
ceux qui sont le plus, comment dire, incluants de tous. Je pense que le choix, voilà, les bons coureurs, il y a le bon et le mauvais coureur. Mais le bon coureur, j'espère qu'ils feront ce choix-là, quoi. Vous parlez d'expérience à vivre, de révélation aussi lorsque des gens se mettent à courir. C'est un peu ce qui vous est tombé dessus. Vous avez utilisé le terme percuté, mais que serait devenu Alexandre s'il n'avait jamais rencontré la course à pied qui a changé un peu sa vie quand même? Je pense que je serais devenu autre chose. Mais après, je me connais quand je vais dans un truc et que le truc me passionne et je me prends à ça, je vais jusqu'au bout de ça. Donc, en fait, c'est ce que j'ai dit à Ronald plein de fois. Je lui ai dit... c'est sympa la course à pied, mais tu aurais quand même pu faire un autre sport, quoi. Ça aurait été plus pratique pour moi si tu avais fait du bilboquet ou des fléchettes. C'était quand même, voilà, ma mère t'en veut. Non, elle t'en veut pas parce que l'aventure est incroyable. Mais oui, en fait, j'étais un arrêt de bus où j'attendais une passion et c'est la course à pied qui est passée. Elle m'a attrapé. Ça aurait été, sincèrement, ça aurait été autre chose. Je pense que je me serais fait attraper par autre chose et je serais aujourd'hui champion de bilboquet ou pianiste ou podcasteur à Ouest France. C'est possible. D'ailleurs, faites très attention parce que en ce moment là, même si la passion de la course à pied est très prenante, je suis toujours à me demander à quel moment je vais me faire faucher par autre chose. Donc faut faire gaffe. Merci Alexandre. En tout cas, le chrono a tourné. Il est temps de se quitter. Il y a une séance de dédicace qui vous attend dans la foulée de cet entretien. Et face à l'afflux de demandes, la librairie rennaise qui organise l'événement a dû le délocaliser dans un théâtre. On m'appelle Casquette Verte aux éditions Flammarion et est à retrouver dans toutes les librairies et points de vente habituels. On vous conseille vivement sa lecture et on vous dit à très bientôt sur Ouest France. Et merci Alexandre. Merci à vous, merci pour l'accueil.